Le 8 mai 1978, Reinhold et Peter étaient sur les pentes glacées de l'Everest, prêts pour ce que beaucoup jugeaient la tentative d'ascension la plus dangereuse. Jusqu'à ce moment, chaque alpiniste ayant atteint le sommet avait utilisé de l'oxygène en bouteille, ignorant les avertissements des médecins qui disaient que c'était impossible, et juraient que le manque d'oxygène à plus de 8000 mètres leur causerait des lésions cérébrales permanentes. Reinhold et Peter étaient déterminés à leur prouver le contraire. C'est la poursuite audacieuse qui a commencé comme un exploit monumental et qui a dégénéré en trahison et en controverse. Brisant l'un des duos d'alpinistes les plus emblématiques du XXe siècle, bienvenue dans l'extrême. En mars 1978, Reinhold Messner et Peter Habler ont établi leur camp de base sur l'Everest, côté népalais. L'expédition de 1978 s'inscrivait dans une mission autrichienne plus vaste menée par Wolfgang Neher, tandis que Reinhold et Peter étaient au pied de l'Everest. Peut-être qu'ils ont un peu tremblé, sachant à quel point le défi qu'ils s'apprêtaient à relever était vraiment dangereux. Alors qu'ils levaient car les yeux vers son sommet imposant, les choses semblaient plus réelles que jamais. C'était le moment, c'était leur heure de briller. Le duo était surnommé les terribles jumeaux pour leur style d'escalade semblable et leur amitié fraternelle. Avant l'expédition, le duo était devenu inséparable. Mais leur lien, ne s'était pas forgé par le sang, mais par la glace, la roche et l'air mince et impitoyable des plus hauts sommets du monde. Un lien si profond qu'il ne pouvait être compris que par deux âmes ayant partagé chaque ascension, chaque épreuve et chaque sommet à couper le souffle. Désormais, cet amour partagé pour la montagne les mena jusqu'à la plus haute montagne du monde. Mais pour atteindre le sommet de l'Everest, il faut 3 qualités: la compétence, l'expérience et le courage. Il se trouve justement que Reinhold et Peter possédaient ces 3 qualités en abondance. Cependant, cette expédition serait différente de leurs précédentes ascensions. En fait, c'était de loin la plus dangereuse et elle repoussait les limites de ce que l'on considérait comme réalisable dans le monde de l'alpinisme. Vous voyez, Reinhold et Peter privilégiaient une ascension en style alpin pur, limitant au maximum l'aide des Sherpas. Les Sherpas installaient le camp de base et transportaient les provisions au camp inférieur, tandis que Reinhold et Peter portèrent leur équipement depuis les camps supérieurs et tentaient seuls l'ascension du sommet. Leur philosophie pour l'ascension était l'autosuffisance. Cette approche minimaliste était totalement différente des grandes expéditions de type siège qui étaient courantes sur l'Everest et qui impliquaient souvent des centaines de porteurs, de nombreuses cordes fixes et plusieurs camps. Mais ce qui ressortait le plus de leur expédition, c'est qu'ils prévoyaient d'atteindre le sommet sans oxygène supplémentaire, un exploit qui n'avait pas encore été accompli. Reinhold a défendu ce style unique, mais la véritable raison allait bien au-delà de la simple autosuffisance. Il voulait éprouver la rudesse et l'intensité de la haute altitude plutôt que de se cacher derrière un masque. Dans ses propres mots, il voulait gravir la montagne loyalement ou pas du tout. Cette vision unique vient de sa philosophie privilégiant l'expérience humaine et le respect de la montagne plutôt que les records obtenus par la technologie. Il croyait que l'utilisation d'oxygène supplémentaire ou un soutien logistique important gâchait la véritable expérience. Pour lui, la montagne n'était plus l'élément principal. Ce qui comptait, c'était l'élément humain, les faiblesses et les forces de l'individu, ainsi que sa capacité à faire face à des situations dangereuses. Il voulait vivre la montagne dans sa forme la plus authentique, et avec le temps, il y parviendrait. Petit détour sur ce train du chaos. Pour accéder à la communauté extrême, aux vidéos en avant-première et à des sondages exclusifs, rejoins-nous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient du mal à comprendre pourquoi Reinhold poussait autant pour ce genre d'expédition. À l'époque, médecins et professionnels de santé pensaient encore que tenter l'Everest sans oxygène supplémentaire équivalait à une condamnation à mort. Je veux dire, on parle d'une montagne qui fait plus de 8800 mètres de haut. Dès les années 1920, les sceptiques soutenaient qu'il n'était pas humainement possible d'atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Cette idée a duré jusqu'aux années 1970. Les médecins affirmaient aux alpinistes qu'ils reviendraient avec des lésions cérébrales et ne reconnaîtraient plus leurs femmes. Je ne sais pas pour vous, mais si un médecin me disait ça, je serais certainement un peu effrayé. Pensez-vous que vous pourriez aller à l'encontre des ordres du médecin? Vous sentiriez-vous en sécurité en le faisant? Eh bien, pour Reinhold et Peter, c'était une décision facile. Au fond, ils savaient que c'était possible. En 1978, ils ont pu prouver au monde qu'il avait tort. Mais cela n'est pas venu sans danger.
Vous voyez, même des alpinistes inexpérimentés peuvent grimper plusieurs milliers de mètres sans oxygène en bouteille. À une certaine altitude, appelée zone de la mort, la situation devient très dangereuse. La zone de la mort correspond à toute altitude supérieure à 8000 mètres, soit 26 247 pieds. La pression atmosphérique et le niveau d'oxygène à ces altitudes sont insuffisants pour permettre à un être humain de survivre longtemps. Les scientifiques disent qu'il n'y a qu'un tiers de l'oxygène disponible comparé au niveau de la mer. Et pour ceux qui se sont retrouvés dans cette position dangereuse, ils comparent cela à respirer à travers une paille. Ça n'a pas l'air amusant, n'est-ce pas? Mais ce n'est que le début de vos problèmes. Progressivement, cerveau et poumons manquent d'oxygène et le corps commence à se dégrader. Avec cela, des symptômes comme la confusion, de mauvaises prises de décision et des hallucinations commencent à apparaître. À de telles altitudes, le corps ne peut pas s'acclimater au faible taux d'oxygène, ce qui entraîne une défaillance des organes. Vous comprenez donc pourquoi les médecins jugeaient l'expédition de Reinhold et Peter très dangereuse. Ils ne pouvaient s'empêcher de se demander quel genre d'alpiniste entreprendrait un voyage qui risquait de le tuer. Eh bien, il s'avère que Reinhold et Peter différaient des autres alpinistes de l'époque. Pionniers, ils étaient prêts à tout risquer et semblaient dès l'enfance promis à la grandeur en alpinisme. Le duo a grandi en tant qu'étrangers à moins de 80 km l'un de l'autre, au Tyrol, région couvrant les Alpes du nord de l'Italie et l'ouest de l'Autriche. Reinhold est né dans le petit village de Vilnos du côté italien du Tyrol. Son père lui a fait découvrir la nature et l'escalade très tôt. Et à 5 ans, il avait déjà atteint le sommet du Sasrigay, une montagne de près de 10 000 pieds près de chez lui. Avec le recul, il est facile de voir qu'il était né pour grimper. Mais lorsqu'il était jeune et qu'il parcourait les affleurements rocheux autour de son village, ce n'était en réalité qu'un jeu. Adolescent, l'amour de Reinhold pour l'escalade s'est renforcé. Il disparaissait souvent presque toute la journée avec son frère Günther. Ensemble, les deux frères emportaient un sac léger avec quelques pâtons, une corde, du pain et un morceau de fromage. C'était tout ce dont ils avaient si besoin pour être heureux, et ils ont passé leur enfance à escalader les montagnes qui entouraient leur maison. Inspiré par ce qu'il appelle aujourd'hui l'alpinisme classique, l'obsession de Reinhold pour l'escalade a marqué la majeure partie de sa vingtaine, au cours de laquelle il a réalisé des ascensions hivernales, ouvert de nouvelles voies et effectué des ascensions en solo dans son pays natal. En Autriche, dans le Tyrol, un Peter Habler plus âgé a suivi un parcours similaire. Après la perte précoce de son père, Peter, dévasté, s'est rapproché de son grand-père, qui l'a incité à explorer les montagnes voisines. En grandissant, d'une passion indéniable est née de ses premières expériences. Dans les années 1960, Peter a escaladé une paroi de granit raide et dangereuse du côté italien du Mont Blanc, appelée Pilier central de Fresnette. La voici-là qu'il allait escalader était largement considérée comme l'une des plus difficiles des Alpes à l'époque, et il est devenu seulement la deuxième personne à l'avoir réalisée. Bien qu'ils aient tous deux grandi dans la même région et partagé un amour pour l'alpinisme, Reinhold et Peter ne se sont pas croisés avant 1965. Cette année-là, un ami commun a invité les deux alpinistes à participer à une ascension hivernale du pilier de la Tafana dans les Dolomites, au nord de l'Italie. En y repensant, Peter se rappelle combien Reinhold lui paraissait semblable. Comme ils vivaient de chaque côté de la frontière, ils se voyaient rarement hors de l'escalade. Il est peu probable que Peter ait eu la moindre idée de la proximité qu'ils allaient développer lors de cette première rencontre, ni qu'il ait jamais imaginé qu'ils allaient changer le cours de l'histoire de l'alpinisme. Au fil des années qui ont suivi, ils ont uni leurs forces et leur relation est passée de simples connaissances à de proches amis. Ils ont ensuite gravi plusieurs montagnes ensemble, dont l'Europaja dans les Andes, ainsi que l'Iger et le Gasherbrum. Dans les années 1970, ils se sont fait connaître en alpinisme après leur ascension rapide et audacieuse d'un sommet caché de l'Himalaya, sans oxygène. Mais ce style était-il possible sur la plus haute montagne du monde ? Pouvaient-ils vraiment atteindre leur sommet sans oxygène supplémentaire ? C'était la question que tout le monde se posait. Nous n'avons eu une réponse qu'au printemps 1978, après près de 2 mois à transporter des provisions vers les camps d'altitude et à s'acclimater, Reinhold et Pierre se préparaient à tenter leur première ascension à la mi-avril. Mais alors, la catastrophe a frappé. Pierre est tombé gravement malade après avoir mangé une boîte de sardines et a été contraint de rester au camp 3 pendant plusieurs jours, le temps de vider son estomac. Même les plus forts peuvent être terrassés par une intoxication alimentaire. Imaginez maintenant être aussi malade à 7300 mètres d'altitude. On peut dire sans risque que cela aurait été très désagréable.
Alors que Pierre était allongé face contre terre au camp, essayant de garder le peu de nourriture et d'eau qu'il pouvait, Reinhold restait totalement concentré sur la tâche à accomplir. Il a continué à progresser sur la montagne, mais la même nuit, il s'est aussi retrouvé en difficulté. Ce soir-là, une terrible tempête a frappé le col sud, les obligeant, lui et 2 Sherpas, à se réfugier dans leur tente. Le vent a fouetté leur tente pendant 2 jours, tandis qu'ils luttaient contre la neige et tentèrent de garder le réchaud allumé. En y repensant, Reinhold a qualifié ces 2 jours de pire de sa vie. À tout moment, il se préparait à ce que les arceaux de la tente s'effondrent et les laissent exposés au climat rude. J'ai du mal à imaginer la peur qu'on doit ressentir, coincé au sommet de l'Everest, impuissant et sans autre choix que prier. La tempête passe. Heureusement, la tente de Reinhold a résisté et la tempête s'est arrêtée. Il est sorti de cette expérience terrifiante plus motivé que jamais. Mais Peter, en revanche, commençait à avoir de sérieux doutes. Que ce soit à cause de l'intoxication alimentaire ou du temps passé seul dans sa tente avec ses propres pensées, les nerfs de Peter commençaient à prendre le dessus. Les avertissements des médecins et des sceptiques envahissaient son esprit, et il craignait pour son cerveau s'il continuait à grimper sans oxygène. Peter a fini par contacter le camp de base pour demander si quelqu'un prévoyait d'atteindre le sommet avec de l'oxygène et s'il pouvait les rejoindre. Mais sa proposition a été refusée, ce qui lui a finalement donné la motivation nécessaire. En y repensant, Peter a dit « J'étais saisi par une colère brûlante. Je voulais monter avec Reinhold comme prévu, juste pour prouver ma valeur aux autres, et toutes mes autres réserves ont complètement disparu. Je ne me souciais pas des éventuels dommages physiques ou mentaux que cela pourrait causer. Je n'étais guidé que par une colère aveugle qui me poussait en avant. Avec cela, les hommes étaient enfin prêts. Avant de tenter l'ascension le 6 mai depuis le camp 3, les hommes se sont assis et ont vite conclu un pacte. Si l'un d'eux se retrouvait en grand danger, il serait livré à lui-même. Les alpinistes savaient qu'à de telles altitudes, il est presque impossible de s'entraider et c'était juste une autre chose qu'ils avaient en commun. Vous voyez, l'alpinisme en haute altitude est incroyablement difficile à expliquer. C'est comme un cocktail d'euphorie et de souffrance. Ce n'est certainement pas pour les âmes sensibles. Alors que Reinhold et Peter s'approchèrent du sommet, l'air devenait de plus en plus rare à chaque petite montée en altitude. L'humidité quittait lentement leur corps, les exposant au risque de déshydratation et leur voix devenait faible. Même les alpinistes expérimentés peuvent vite rencontrer des difficultés en gravissant une pente douce. Atteindre la zone de la mort, c'est un autre monde. Même les tâches simples que vous avez faites 1000 fois, comme allumer un réchaud, deviennent difficiles. Comme l'a dit Peter, l'alpinisme en très haute altitude est totalement différent de l'alpinisme classique. Là-haut, chaque instant devient sauvagement difficile. Mais le duo était motivé à terminer ce qu'ils avaient commencé. Le 8 mai, ils avaient atteint le camp, 5 à près de 28 000 pieds, et se rapprochèrent du sommet, mais les choses étaient devenues accablantes. Sans oxygène, chaque pas des derniers 1000 pieds était une torture. Les hommes étaient obligés de faire une pause après seulement quelques pas. Et parfois, ils avaient probablement l'impression qu'ils n'y arriveraient jamais. Le défi psychologique commençait à peser sur Reinhold et il avait l'impression d'être au bord de la mort. Dans ces moments, l'idée d'abandonner pour survivre lui venait sans doute à l'esprit. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans une situation de vie ou de mort. Des flashbacks d'un événement terrifiant survenu 8 ans plus tôt lui revenaient en tête. Reinhold avait escaladé le Nanga Parbat au Pakistan aux côtés de son frère Günther. Après de pénibles efforts contre les éléments, le duo atteignit le sommet en gravissant la célèbre face Rupol, un mur de roches et de glace d'environ 4500 mètres. Après avoir admiré la vue panoramique sur l'Himalaya au sommet, ils entamèrent leur descente. Et c'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Les 2 hommes étaient épuisés et leurs provisions commençaient à manquer. Leur excitation était devenue du désespoir. La température chutait en flèche et ils étaient seuls sur l'une des montagnes les plus difficiles du monde. Mais le Nanga Parbat ne montrerait aucune pitié envers les alpinistes et ils seraient forcés de prendre plusieurs décisions difficiles. Forcés de s'abriter sous un éperon rocheux, ils se sont blottis et ont dormi toute la nuit près du sommet. Au réveil, les frères savaient qu'une autre nuit pareille serait sans doute fatale. Reinhold dut prendre une décision difficile. Allait-il chercher de l'eau en abandonnant son frère ? Pouvait-il vraiment laisser son jeune frère, sachant que ce serait peut-être la dernière fois ? Le risque en valait-il la peine ? Qu'en pensez-vous ?
Pourriez-vous laisser un frère ou une sœur dans un tel danger? Finalement, Reinhold a réussi à mettre son inquiétude de côté et a décidé que c'était la meilleure chose à faire. Mais ce fut la dernière fois qu'il vit Günther. Le lendemain, Reinhold se retrouva debout devant une avalanche fraîche et il comprit rapidement que son frère était probablement enseveli sous une épaisse couche de neige blanche. Les larmes aux yeux, il criait le nom de son frère et utilisait ses mains pour creuser dans la neige. Mais cela ne servait à rien. Il était profondément enseveli sous la neige. J'imagine combien il devait être dévasté. Le courage dont il a fait preuve pour essayer de sauver leur vie s'est retourné contre lui. Et maintenant, il était forcé de faire face aux conséquences de cette ascension dangereuse. Pourquoi avait-il insisté pour continuer? S'il était resté en arrière, son frère serait-il encore vivant? Qu'avait-il fait? Des expériences comme celle-ci peuvent avoir un effet durable sur notre esprit. Mais son cauchemar n'était pas encore terminé. Reinhold a été forcé de prendre une dernière décision difficile. Il devait abandonner son frère ou risquer de perdre sa propre vie. À ce moment, Reinhold souffrait de graves engelures. Il a dévalé la montagne en titubant et a été retrouvé plus tard par des ouvriers dans une forêt voisine. Il est rentré en Europe brisé physiquement et moralement, ayant perdu 7 orteils à cause des engelures. 8 ans plus tard, il se retrouvait dans la même situation. Serait-il capable de survivre cette fois-ci ou succomberait-il à un destin semblable à celui de Günther? Les questions qui traversent l'esprit d'une personne lorsqu'elle est épuisée et en danger sont vraiment terrifiantes. Encore une fois, Reinhold devait puiser au fond de lui pour survivre. Ses souvenirs sont restés avec lui alors que lui et Peter continuaient à avancer, rappelant à quel point l'enjeu était grand. Sur l'Everest, Reinhold et Peter continuaient à grimper en silence, espérant ainsi économiser leur énergie. Alors que tout espoir semblait perdu, Peter a eu des hallucinations. Ils ont soudain réalisé qu'ils étaient au sommet. Les deux hommes, submergés de joie, ont atteint le sommet de l'Everest à 13h15 le 8 mai, heure locale, devenant les premiers humains de l'histoire à atteindre le sommet de cette montagne redoutée sans oxygène supplémentaire. Malgré l'euphorie écrasante, les deux hommes ont rapidement été ramenés à la réalité. À cet instant, les doigts de Peter picotaient et il redoutait que ce soit grave. Les deux hommes furent submergés par l'envie de redescendre, tandis que Reinhold commençait à souffrir de cécité des neiges. Leurs cerveaux étaient gravement privés d'oxygène et il est évident qu'ils commençaient à souffrir de l'altitude. Moins d'1 heure après le sommet, ils étaient déjà de retour au camp 4 mais toujours en danger. Cette nuit-là, Reinhold a ressenti une douleur intense aux yeux et a eu du mal à voir. Sa cécité des neiges l'a laissé partiellement aveugle. Et le lendemain matin, Peter a été obligé de guider prudemment son partenaire en bas de la montagne jusqu'à la sécurité. Vous penseriez que notre histoire se termine ici, mais ce n'est pas le cas. Malgré une expérience qui aurait normalement rapproché deux personnes, Reinhold et Peter ont ensuite été séparés. Ils ne savaient pas encore que la corde qui les guidait vers le camp de base serait la dernière qu'ils partageraient. Lorsque Reinhold et Peter sont revenus à la société, ils ont été accueillis comme des héros dans leurs nations respectives. Cependant, les sceptiques ont vite contesté leurs affirmations, poussant Reinhold à accuser des alpinistes célèbres comme Tenzing Norge d'avoir lancé les rumeurs. Les terribles jumeaux ont fait front commun pour se défendre, mais leur relation a ensuite tourné au drame. Leur relation a commencé à se fissurer peu après leur retour à la maison. Bien qu'ils aient célébré le succès, leurs récits de l'expédition, notamment sur leur rôle et contribution, ont commencé à diverger. Reinhold, réputé pour sa forte personnalité et sa rigueur, a présenté un récit valorisant son leadership et sa planification stratégique. Mais cela a contrarié Peter, qui avait le sentiment que ses propres contributions étaient parfois minimisées. Cette différence subtile mais significative dans leur récit public a creusé un fossé entre leur amitié. Peter a été le premier à publier un livre sur leur audacieuse aventure intitulé « Everest, victoire impossible ». Dans ce livre, il semble lancer une pique à Reinhold, écrivant « Le lecteur pourrait croire, d'après ces éléments, qu'il était le chef et que je n'étais qu'un passager. Les applaudissements du grand public ne sont pas aussi importants pour moi, mais Reinhold a besoin de leur reconnaissance. Il aime passer à la télévision, il a besoin d'interviews dans les journaux et aime briller. Je n'aime pas les poses héroïques. » Cela a mis Reinhold en colère. Comment quelqu'un qu'il considérait comme un frère pouvait-il parler de lui ainsi en public? Après tout ce qu'ils avaient traversé, c'était le début de la fin pour leur relation. L'édition américaine du livre de Peter, La solitude de la victoire, Mont Everest 78, a également beaucoup irrité Reinhold. Il pensait que Peter suggérait avoir gravi l'Everest seul.
Leurs désaccords se sont aggravés, Peter critiquant publiquement son ex-compagnon de cordée en interview. « Nous n'avons jamais eu de problème tant que je ne faisais rien de moi-même. Il me semble que Reynolds veut simplement être le numéro 1 et qu'il ne veut personne à ses côtés. » Leur querelle a alimenté les tabloïds de l'époque. Les gens étaient presque autant intéressés par leur dispute que par leur ascension record de l'Everest. La querelle s'est intensifiée au fil des années et les médias, toujours avides d'une histoire captivante, ont certainement joué un rôle dans la prolongation du conflit. Ce qui avait commencé comme une amitié naissante ayant conduit deux hommes à accomplir une tâche presque impossible s'était transformé en une rivalité amère. Malgré l'animosité publique, l'importance historique de leur ascension de l'Everest en 1978 demeure incontestée. Cet exploit majeur a permis de futures ascensions sans oxygène et inspiré des générations d'alpinistes. Mais le coût personnel de leurs opinions opposées et la dispute publique qui a suivi ont marqué durablement leurs relations. Je suppose qu'on pourrait dire que les grandes choses s'accompagnent souvent de sacrifices encore plus grands. Qu'en penses-tu? Reynolds avait-il tort? Ou bien Peter aurait-il pu lui accorder un peu de marge, sachant à quel point sa personnalité pouvait être audacieuse? Avec le recul, leur dispute venait sans doute de bien plus que de simples remarques. Les deux hommes avaient des vies très différentes. Tandis que Reynolds partait gravir les 14 sommets de 8000 mètres, Peter est rentré en Autriche, où il a construit une maison et débuté une carrière de guide et moniteur de ski. Il avait une femme et un enfant, tandis que Reynolds venait de divorcer, et il était beaucoup plus libre d'esprit. Malgré quelques tentatives de réconciliation ou reconnaissance publique de leur histoire commune, une réparation durable de leur amitié n'a jamais eu lieu. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que même nos plus grandes réussites peuvent être mises à l'épreuve par l'ego et le point de vue. Les amitiés, comme les montagnes, exigent effort et patience pour durer et parfois l'expérience de l'ascension importe plus que d'atteindre le sommet. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.